Bonjour à tous. Dans ce webinaire, deux chercheuses en écologie vous parlent de leurs travaux portant sur l'impact des pesticides sur les oiseaux. Anne-Christine Monet commencera par vous présenter une publication récente, puis Léna Clay fera un focus sur les méthodes statistiques utilisées dans ce genre de recherche. Notez qu'en description de cette vidéo, nous vous avons mis les liens de deux articles clés sur le sujet, ainsi que des vulgarisations de ces articles. Autre petit nota bene, l'enregistrement a commencé quelques secondes trop tard. Anne-Christine Monet commence son propos en nous disant que l'article qu'elle s'apprête à présenter a eu beaucoup d'effets médiatiques et suscité des réactions assez diverses. Bonne écoute! Vous n'avez peut-être pas besoin de faire une étude pour le montrer. Alors pour Endronet, c'est aussi une question qu'on s'est posée, l'intérêt d'une énième étude sur les pesticides, puisqu'en effet, il y a de plus en plus d'études sur les pesticides qui font le lien entre la biodiversité et l'impact de ces produits phytopharmaceutiques. Et ce que j'aime bien citer comme résultat, c'est cette synthèse qui a été menée par l'INRAE et l'IFREMER. C'est une expertise collective et qui fait en fait la synthèse de plus de 4000 références scientifiques et qui a permis d'établir que l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins sont contaminés et surtout que les impacts directs et indirects de ces substances sont de plus en plus avérés pour un grand nombre d'organismes et à différents niveaux d'échelle d'organisation du vivant, des individus, aux populations, aux communautés. Et cette étude qu'on a menée, c'est aussi une opportunité qui s'est présentée, celle de la mise à disposition des données de la BNVD. Alors la BNVD, c'est la Banque nationale de vente de produits phytopharmaceutiques par les distributeurs agréés, qui vient en fait d'une obligation de déclarer les ventes de produits qui sont sous redevance. Et d'où elle vient cette base de données? Il faut remonter au moins à 20 ans en arrière et peut-être même au-delà, en France, sur la loi sur l'eau et les milieux aquatiques donc de 2006, qui visait à restaurer, améliorer, préserver la qualité de nos eaux et des milieux aquatiques. Et pour cela aussi de se doter de nouveaux outils pour lutter contre les pollutions diffuses et aussi améliorer donc la traçabilité de ces pollutions. Et de fil en aiguille, d'année en année, on arrive à la mise à disposition donc de ces données publiquement avec ces données de la BNVD qui sont donc maintenant mobilisables par la recherche et puis également par la société civile. Vous pouvez également vous-même accéder à ces données. Alors pourquoi c'est important? Parce que jusque-là, la communauté scientifique, on pouvait relier l'intensification agricole de manière générale au déclin de la biodiversité aviaire dans les milieux agricoles, mais sans souvent pouvoir démêler les différents effets, et notamment donc ces drivers associés à l'intensification agricole, parce que c'est la perte des ressources, la fragmentation des habitats, la mécanisation de l'agriculture et l'utilisation des pesticides. Et du coup, grâce à l'apport de ces données ici sur les pesticides, on va justement pouvoir identifier le rôle de ces pesticides dans l'état de conservation des oiseaux en milieu agricole ou leur déclin. Alors ces données de la BNVD, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des données d'achat de pesticides. On va avoir les quantités de chaque substance qui ont été achetées et celle-ci associée au code postal de l'acheteur. Donc pour notre étude, on s'est focalisé sur une année, l'année 2017, et pour cette année-là, on a plus de 240 substances actives qui ont été achetées à travers donc tout le territoire. Et l'hypothèse de travail qui nous a occupé, c'était de savoir si de faire l'hypothèse assez forte qu'en fait la variation de la présence de ces contaminants dans l'environnement, comme vous voyez ici à travers notre territoire, avec des zones où on a des quantités de substances achetées qui sont élevées et des endroits où les quantités sont plus faibles, finalement via les effets directs et indirects sur la survie et la reproduction des oiseaux, on vont pouvoir expliquer également la variation des abondances d'oiseaux, c'est-à-dire le nombre d'oiseaux qu'on peut trouver à un endroit donné. Et donc pour cela, il fallait mettre en face de ces données pesticides des données sur les oiseaux. Et donc ces données, on les connaît bien ici au CESCO, puisque c'est des données qui sont hébergées par la plateforme Viginature, donc du muséum. C'est les données du programme Stock EPS, des données en fait des points d'écoute, des points de comptage des oiseaux. Donc vous voyez ici la distribution
de certains points là sur notre territoire. Et en fait, ces carrés stocks, c'est des points de comptage qui vont être répartis aléatoirement sur le territoire français pour pouvoir échantillonner l'ensemble de la diversité des habitats de notre territoire. Mais nous, dans notre étude, on s'est concentré uniquement sur les points d'écoute qui sont réalisés dans les zones cultivées, soit le plus près des zones où les pesticides peuvent être épandus. Et donc, dans notre étude, on va considérer plus de 2000 points d'écoute en zone cultivée dans près de 600 carrés stock. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces carrés stock et ce protocole stock? Donc, c'est ces zones, ces carrés de 2 km sur 2 où des ornithologues aguerris vont réaliser 10 points d'écoute. Et du coup, sur chacun de ces 10 points d'écoute, compter tous les oiseaux qui sont vus ou entendus dans un rayon de 200 mètres donc, autour de l'observateur. Et c'est un protocole donc, très standardisé, toujours autour de la même date, même moment de la journée, après le lever du soleil, et puis qui va être répété par le même observateur d'année en année. Et donc, comme vous voyez ici, on peut avoir, pour chaque point d'écoute, on va obtenir donc des listes d'espèces avec leurs abondances. Ici, par exemple, un pluot véloce, 2 merles et 3 mésanges charbonnières pour un échantillon. Et puis, donc, on va avoir ces listes pour chacun des points d'écoute. Et l'enjeu de notre étude, en fait, ça va être de comprendre qu'est-ce qui va expliquer les variations de l'abondance, des variations d'abondance des oiseaux entre 2 points d'écoute, donc dans ces zones cultivées. Alors, on ne s'est pas intéressé aux tendances, c'est-à-dire à comment ces abondances évoluent au cours du temps. On a fait un peu comme un instantané dans l'espace en travaillant sur une année, et on va faire ces comparaisons dans l'espace, justement, d'un point d'écoute à un autre. Et donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer pourquoi des oiseaux peuvent être plus ou moins nombreux à un endroit donné, et notamment leur préférence pour leur habitat. Il y a des oiseaux qui vont préférer un certain type de culture, qui vont apprécier certaines cultures annuelles, d'autres cultures pérennes, des présences de vergers, la présence de prairies à proximité pour se nourrir, qui vont être plus ou moins sensibles à certains types de pratiques agricoles, qui vont aimer des petites parcelles, des grandes parcelles. Chaque espèce a ses préférences écologiques, une dépendance par exemple aussi à la densité des haies. Et donc tout notre travail, ça a été de décrire au mieux ce paysage agricole et puis les pratiques associées. Et puis les oiseaux, ils peuvent être aussi plus ou moins abondants en fonction de la zone biogéographique en France. On a des oiseaux qui sont typiquement des espèces méditerranéennes, d'autres qui vont être un peu plus abondants au nord. Et donc pour ça, on utilise des variables de température et de précipitation. Et en fait, ces grands gradients bioclimatiques, ils vont nous permettre d'expliquer la distribution des abondances sur le territoire français. Et puis donc notre 5e variable, c'est donc cette quantité de substances achetée pour chaque substance et qu'on va ramener à la quantité de surface agricole utile dans la zone. Et donc cette description qu'on a fait du paysage agricole et des pratiques qui intègrent un grand nombre de variables, on l'a synthétisée en 2 axes. Et vous voyez donc toute la diversité de ces points d'écoute qui vont donc se discriminer en fonction de ces 2 axes principaux, en fonction de toutes les variables qui nous permettent de décrire le paysage agricole, et qui vont donc être 2 variables qu'on va inclure dans le modèle, en plus des pesticides et des données de température et de précipitation. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous présenter 2 résultats sur ces 5 variables. Et le premier, justement, c'est de regarder comment les abondances de chaque espèce d'oiseau, elle va répondre justement à ce premier gradient d'intensification agricole, donc qui va discriminer en fait des points où il va y avoir des plus grandes surfaces agricoles, en proportion plus de cultures annuelles, des pratiques associées aussi également. Et puis, à l'inverse, dans l'autre partie de l'axe, on va plutôt avoir une plus grande une proportion de prairies, par exemple. Donc, on va regarder comment les abondances corrèlent le long de ce gradient. Et donc, vous voyez ici en tout petit en bas que pour la plupart des espèces, on va avoir des corrélations négatives. Et je vais vous mettre le détail donc, pour toutes les espèces qu'on a étudiées. Vous voyez ici que les abondances de ces espèces, en rouge ici, vous avez les abondances des espèces qui sont corrélées négativement le long de cet axe d'intensification agricole, c'est-à-dire que la plupart
des espèces sont moins nombreuses, on a moins d'individus pour chaque espèce quand le gradient, l'intensification, quand on est dans un contexte plus intensif. Mais vous voyez aussi qu'on a des espèces qui répondent positivement, c'est-à-dire qu'on va avoir plus d'individus au sein de l'espèce. Et en fait, ça, c'est des résultats qui sont tout à fait attendus. Je vous le disais tout à l'heure, chaque espèce va avoir sa préférence pour un milieu agricole, pour un habitat agricole donné. Et là, on a des espèces qui apprécient les grandes cultures, les zones de grands champs. Vous avez la caille des blés, la perdrix grise, la corneille noire, la bergeronnette printanière, donc des résultats qui sont cohérents avec les attendus qu'on a en termes d'écologie et de biologie de ces espèces. Et le deuxième résultat que je voulais vous présenter, donc attendu, c'est le résultat de la réponse des abondances de ces oiseaux avec les quantités de pesticides. Et là également encore, vous voyez que la plupart des espèces vont répondre négativement. On va avoir des corrélations négatives. Donc, je vous montre le détail pour toutes les espèces ici qu'on a étudiées, où vous voyez en rouge encore que les abondances de toutes ces espèces sont corrélées négativement, c'est-à-dire que on a moins d'individus quand les quantités de pesticides augmentent. Et en fait, ce qui nous a frappé, nous, c'est ce côté où on a vraiment un grand contraste entre ce nombre de corrélations négatives qu'on obtient versus la poignée d'espèces pour lesquelles on obtient des corrélations positives. Donc, on a un signal qui est assez fort ici. Et ce qui est intéressant dans notre cas, c'est que pour cette étude, vous avez vu, on n'a pas sélectionné d'espèces a priori. C'est-à-dire que on va travailler sur toutes les espèces qui sont vues, entendues dans ces points d'écoute, sans les sélectionner d'avance, à condition qu'elles soient assez abondantes pour qu'on puisse réussir à faire tourner nos modèles. Et donc, cette étude, elle a porté sur 60 espèces d'oiseaux qui sont communes dans les champs. Et donc, parmi celles qui vont répondre négativement aux quantités de pesticides, en fait, on a des espèces qui sont pas uniquement des espèces qui sont spécialistes des milieux agricoles, c'est-à-dire qui vont avoir une forte dépendance du milieu agricole pour se nourrir ou pour se reproduire, mais on a des espèces qui sont aussi des espèces généralistes, qui vont préférer d'autres habitats que l'habitat agricole, pourquoi pas les forêts, les zones urbaines. C'est des espèces que vous connaissez sans doute bien, puisqu'on peut les voir dans les villages, dans les villes. On a la mésange bleue, le merle noir. On a des espèces spécialistes agricoles également, hein, la bergeronnette printanière, le faucon cresserelle. Et donc, ce qu'on montre ici, c'est que on a potentiellement une large diversité des espèces qui sont concernées. Donc voilà, c'était notre résultat principal et donc qui suggère en fait que finalement l'impact potentiel de ces pesticides, il va être étendu à la plupart des espèces qui fréquentent ces zones cultivées. En fait, ces espèces que je vous ai citées, c'est des espèces qu'on va retrouver dans un vraiment très grand nombre de points d'écoute et qui peuvent être également parce qu'elles fréquentent ces zones cultivées pour se nourrir, parce qu'elles transitent, parce qu'il y a un arbre, des éléments arborés, parce qu'il y a des choses qu'elles apprécient dans la culture, qui peuvent également être aussi exposées à l'utilisation potentielle des pesticides qui sont faits dans ces zones-là. Donc ça, c'était une des principales originalités qui nous a poussé à lancer cette étude-là. Et puis autre chose aussi, souvent les études, elles se concentrent sur des substances qui sont intéressantes parce que c'est les substances connues pour être les plus toxiques. On a beaucoup d'études qui sont focalisées par exemple sur les néonicotinoïdes, qui sont importantes de comprendre les effets à cause de leur toxicité forte, ou alors des molécules qui sont importantes à étudier parce qu'elles sont largement utilisées, par exemple le glyphosate. Alors ici, on n'a pas choisi préalablement les molécules qu'on utilisait, on a travaillé sur l'ensemble de la pollution potentielle à l'échelle d'un code postal qui pouvait affecter les populations d'oiseaux. Et donc, l'hypothèse qu'on
l'hypothèse qu'on testait au début, c'est que ces abondances d'oiseaux sont reliées aux variations de la présence des contaminants environnementaux, de la présence de ces contaminants dans l'environnement. Donc, via tous les effets qui peuvent être directs ou indirects sur la survie et la reproduction des oiseaux, la disparition des ressources, la disparition des insectes ou les contaminations directes avec des toxicités qui peuvent être chroniques ou aiguës. Et donc, qui pousse à cette conclusion que finalement, ben voilà, moins on a de pesticides, ben plus on a d'oiseaux dans les champs. On essaie de tourner ça un peu positivement pour montrer qu'il y a aussi des possibilités de sortie. Et donc non, ce travail, on l'a pas fait ça tout seul. Et du coup, j'en profite pour. C'est un projet qui a été financé par l'ANSES. Et j'en profite pour remercier tous mes co-auteurs, Milena Quero, Nicolas Deguine, Frédéric Giguet, Mathilde Vimon, Colin Fontaine et Emmanuel Porcher, qui sont beaucoup investis dans ces travaux. Ça a été un travail de longue haleine, mais avec des résultats qui sont très robustes et qui sont robustes aussi aux différentes modalités qu'on a pu tester dans les modèles. Et puis on a aussi un groupe de travail oiseaux du CESCO qui a aussi beaucoup regardé comment nos oiseaux répondent aux différentes variables qu'on a mises dans les modèles. Et puis bien sûr, merci aux plus de milliers d'ornithologues bénévoles qui participent au protocole stock depuis ses débuts. C'est pour une autre personne. Et puis bah voilà, c'est une équipe qui est toujours au travail. Et je vais passer la parole à ma collègue Léna à mes côtés, qui va également vous présenter les suites de ses travaux. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous parler un peu plus en détail. Enfin, je vais vous faire une introduction des méthodes utilisées, notamment les méthodes que j'utilise et qui sont des méthodes causales, donc dans toujours ce même contexte d'impact des pesticides sur les populations d'oiseaux en France. Et donc je suis aussi, donc je m'appelle Léna Clay, je suis aussi chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle. Donc rapidement, le lien entre causalité et corrélation. La causalité, c'est en fait l'idée que si on fait varier une variable, la seconde va répondre et va varier en réponse. Donc j'ai illustré ces petits exemples avec des exemples assez qui nous parlent bien. Donc par exemple, quand il y a plus de soleil, on a en causalité, enfin ça cause une hausse dans la vente des glaces et ça va aussi causer un plus grand nombre de coups de soleil. Et par contre, la corrélation, c'est l'idée que deux variables vont varier en même temps, mais il n'y a pas forcément de lien de causalité entre les deux. Les ventes de glace et les coups de soleil vont augmenter et diminuer durant l'année en même temps, mais l'un ne cause pas l'autre. Et donc là, on voit en fait que si on a de la causalité, on a forcément de la corrélation, mais à l'inverse n'est pas vrai et c'est quelque chose auquel on fait très attention de les études scientifiques pour éviter d'avoir des biais. Donc la question qu'on va se poser, c'est comment affirmer que l'épandage des pesticides est une principale cause du déclin des oiseaux en France. Et donc je vais faire un focus sur deux points qui sont très importants, à savoir identifier les facteurs confondants. Et Anne-Christine en a déjà un peu parlé sans mettre forcément le terme. Et ensuite, je vais vous montrer un peu comment on peut utiliser des séries temporelles pour étudier ces histoires de causalité. Donc les facteurs confondants, je pense que vous en avez déjà tous un peu entendu parler, même si le mot n'est pas forcément mis. Je vais prendre un exemple que j'aime bien, qui est assez intuitif. Donc on sort à un instant des pesticides et des oiseaux et on va regarder l'exemple d'une maladie émergente. On regarde la mortalité au sein de la population qui n'a pas été hospitalisée et la mortalité au sein de la population qui a été hospitalisée. Donc elle est plus importante dans la population qui a été hospitalisée. Et là, on voit qu'il nous manque une information. Parce que si on avait seulement ces chiffres-là, on pourrait conclure que c'est pas une bonne idée d'aller à l'hôpital, qu'on a un taux de mortalité supérieur, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et c'est là qu'intervient le facteur confondant. Le facteur confondant, donc ici on regarde l'effet de l'hospitalisation sur le pourcentage de mortalité. Et il nous manque un facteur confondant qui est la gravité de la maladie. On sait bien et on se rend bien compte que quand on a
une maladie qui prend des proportions assez importantes ou dans les cas où les patients sont assez faibles, on va avoir plus tendance à aller à l'hôpital, mais le taux de mortalité est aussi plus important. Et l'inverse est également vrai. Donc pour rentrer un tout petit peu plus dans les détails, je vais changer les proportions ici pour les besoins de l'exemple. On va passer à 10% et 20% dans la population hospitalisée. Et si je vous montre un peu ce que ça donne en termes de population. Donc j'ai réparti la population en fonction de si la maladie était de faible gravité ou forte gravité. Et on voit que le biais apparaît ici. En fait, on a une hospitalisation qui est évidemment une part de la population plus faible qui est hospitalisée lorsque la maladie est de faible gravité et bien plus forte quand elle est de forte gravité. Et ça, si je regroupe les populations hospitalisées et non hospitalisées, on voit qu'on a bien 10% de mortalité dans la non hospitalisée et 20% dans l'hospitalisée. Mais si on regarde justement en séparant cette population, on voit bien que quand les gens sont hospitalisés, on a un taux de mortalité qui diminue. Donc, de 3%, on passe à 0 et de 75%, on passe à 28%. Et ça, c'est des biais qui sont très importants à prendre en compte. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on ne peut pas comparer n'importe quelle population entre elles. Il faut faire attention et bien prendre en compte ces facteurs confondants dans les études. Et donc, c'est ce qu'on fait dans les études, notamment sur la biodiversité. Là, on regarde l'utilisation des pesticides, quel est l'impact sur la présence d'oiseaux. Et on a tout un tas de facteurs confondants qu'il faut prendre en compte. Par exemple, un qui est assez illustratif, c'est si on a des arbres fruitiers, on sait qu'ils sont généralement beaucoup traités, mais les oiseaux qui vont par exemple se nourrir des fruits vont aussi être plus présents à ces endroits-là. Donc là, toutes ces méthodes, ça se base nécessairement sur une connaissance a priori du système. Il faut avoir des informations en amont, on ne peut pas déduire ça des données. Et dans ce cas-là, si on introduit tous les facteurs confondants dans notre étude, on peut interpréter la corrélation, qui est le résultat de nos modèles, comme de la causalité. Donc là, je vous ai montré un peu un graphe que j'ai fait où j'introduis une bonne partie de mes variables et je regarde lesquelles vont être intégrées dans le modèle. Donc, c'est toutes celles qui sont en grise qui vont être des facteurs confondants. Et Anne-Christine les a aussi un peu présentées. Là, on a la pluie, l'altitude, la température, l'utilisation des sols. Donc, est-ce que c'est des terres arables ou des cultures pérennes, annuelles, ce genre de choses. Et on a aussi des variables qui sont liées à la proportion à l'agriculture intensive. Donc, est-ce qu'on a des grosses parcelles ou des petites parcelles? Est-ce que il y a beaucoup de haies, la densité des haies, par exemple? Donc voilà, c'est des variables qui sont incluses dans nos modèles. Et donc ensuite, une deuxième brique des méthodes causales, c'est de travailler avec des séries temporelles. Donc moi, je me suis concentrée ici. Donc là, je vais vous présenter juste un petit exemple pour vous donner une idée. J'ai regardé les quantités d'acétamipride achetées par année et par département entre les années 2013 et 2024. Donc, une couleur, ça correspond à un département et la quantité est dans l'axe TY. On voit que l'acétamipride a été interdit en 2020. Donc, on a les départements qui achètent des pesticides, enfin de l'acétamipride avant 2020 et ensuite ça tombe à zéro. Donc ça, c'est assez intéressant pour étudier la cause. Est-ce que c'est bien l'acétamipride, par exemple, qui est en cause? Parce qu'on a une période où l'acétamipride est acheté et ensuite on a une période sans acétamipride, avec éventuellement des délais, ça c'est possible. Donc j'ai fait un focus sur le département des Bouches-du-Rhône et j'ai rajouté à la courbe des pesticides, j'ai rajouté la courbe qui indique le nombre d'oiseaux qu'on observe par point en moyenne sur ce département-là. Et on voit que si en première partie, on a une courbe des oiseaux donc en bleu qui décroît, ensuite, après l'interdiction, elle augmente encore. Et une des méthodes, donc il y a plein de méthodes pour étudier ces séries temporelles. Une des méthodes les plus simples, c'est d'utiliser deux régressions linéaires. Donc une régression linéaire, c'est quand on fait passer une droite qui va en fait coller le plus possible au point d'observation des oiseaux. Donc ici, j'ai tracé ces deux droites avec des traits pointillés bleus, donc qui sont censés suivre l'évolution
de la courbe bleue, une espèce de moyenne, et on regarde les coefficients directeurs, donc les pentes des droites. On voit que avant, donc quand l'acétamiprid était autorisé, on a une baisse de 5% des oiseaux par année. On perd 5% des oiseaux chaque année. Et à l'inverse, après l'interdiction, on gagne 10% d'oiseaux en nombre par année. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.